Alors, rebonjour à toutes et à tous ou bienvenue pour ceux et celles que c'est la première fois que vous nous rejoignez sur le Facebook Live pour cette troisième édition des Rendez-vous d'Histoire de Québec 2020, entièrement revisité en numérique. Alors, mon nom est François Lafont, animateur et diffuseur officiel pour l'événement, historien de formation également, historien gamer sur la plateforme twitch.tv sous le pseudonyme Lfrank. Alors, je suis très heureux encore une fois de vous accueillir pour ce dernier live, en tout cas pour ma part, que je vais animer pour cette dernière journée des Rendez-vous d'Histoire de Québec, donc aujourd'hui le 16 août 2020. Et j'ai l'honneur en fait de vous montrer en fait la conférence de Pierre-Alexandre Bonin qui s'intitule La médiation d'événements historiques dans la littérature jeunesse québécoise. Donc si vous avez des questions tout au long de la diffusion, on avait prévu des périodes de questions entre ces blocs de conférences. Alors n'hésitez pas à réagir, à commenter, à poser vos questions si jamais vous en avez. Et je m'occuperai à ce moment-là, comme vous le voyez, je suis présentement dans la régie finalement de la Maison de la littérature de Québec. On les remercie d'ailleurs pour nous permettre en fait de diffuser les événements ici pour cette année. Donc n'hésitez pas, je vais pouvoir relayer les questions du chat à Monsieur Bonin. Donc je vais pouvoir lui transmettre les questions et ainsi vous permettre finalement d'interagir avec l'invité. Et on va peut-être aussi réserver une autre période de questions à la fin si jamais vous en avez donc d'ici la fin justement de la conférence. On remercie également l'équipe de MaTV Québec de collaborer avec nous et de nous passer leur captation vidéo et audio pour cet événement. Et donc encore une fois la Maison de la littérature qui nous accueille pour cet événement. Alors, je vais maintenant vous présenter notre invité. Pierre-Alexandre Bonin est responsable de la médiation et de la sélection chez Communication Jeunesse, un organisme à but non lucratif faisant la promotion de la littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne, ainsi que de la lecture chez les jeunes. Titulaire d'un doctorat en études littéraires, il s'intéresse depuis plusieurs années à la littérature jeunesse comme champ d'études. Il a publié de nombreux articles sur le sujet dans des revues spécialisées, dont un sur la médiation de la révolte des patriotes et de la crise d'octobre dans la littérature jeunesse québécoise. Alors, sans plus attendre, je lui cède la parole. Alors bonjour tout le monde, merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je veux parler de médiation chez les jeunes. Pour moi, le roman historique a d'abord été un contact avec le... J'ai découvert le roman historique par le roman d'aventure, donc c'est vraiment par ricochet que j'en suis venu au roman historique. J'étais un grand lecteur depuis que je suis tout petit. Moi, je suis un grand lecteur. J'ai dévoré les sections jeunesse des bibliothèques municipales de Montréal où j'habitais, dans mon quartier. Donc, j'ai lu du Bob Moran, j'ai tout lu Bob Moran à peu près. Et très tôt aussi, j'ai découvert Alexandre Dumas, le roman de Cap et d'épée. Et c'est vraiment avec ça que je suis tombé par la suite dans le roman historique. Parce que, évidemment, à l'époque où je le lisais, c'était déjà de l'histoire. On s'entend qu'il y avait près de 300 ans qui étaient passés, 200 ou 300 ans qui étaient passés depuis l'époque de D'Artagnan, du roi Louis XIV, des Mousquetaires, et la mienne où je vivais. Donc, c'est vraiment ça, pour moi, c'est le roman d'aventure qui m'a donné la piqûre pour le roman historique. Et qui sait si ce n'est pas grâce à la médiation que vous allez faire du roman historique pour la jeunesse que vous ne donnerez pas la piqûre de la lecture à des jeunes de votre entourage, que ce soit à la maison, en tant que parents ou grands-parents, à l'école ou dans les bibliothèques municipales si vous êtes des enseignants, enseignantes ou bibliothécaires ou bibliotechniciens ou bibliotechniciennes qui nous écoutez en ce moment. Donc, j'en parle dans le titre de la conférence, je viens de le mentionner aussi, mais qu'est-ce que c'est concrètement de la médiation et qu'est-ce qu'un médiateur? En gros, c'est assez simple. C'est un acte de... comment je peux dire ça? C'est le fait d'animer le livre auprès des enfants, c'est le fait d'intervenir, d'expliquer des choses, de préciser, de montrer des éléments d'un livre à l'enfant qu'il n'aurait peut-être pas vu autrement. Donc, s'il n'y a pas de médiation, en gros, on donne un livre entre les mains d'un enfant, il le lit tout seul et ça finit là. Lorsqu'il y a médiation, on peut être présent avec l'enfant au moment de la lecture, donc répondre à ses questions ou lui lire une histoire, lui raconter une histoire, et ça, je vous le dis, ça peut se faire jusqu'à l'adolescence, ou alors on lui dit qu'on est disposé à répondre à ses questions en cours de lecture ou à la fin du roman. Donc en gros, c'est ça la médiation, ça n'a absolument rien de sorcier, et vous pouvez le faire vous-même à la maison, et particulièrement avec le roman historique qui, comme vous allez le voir dans les prochaines minutes, s'y prête particulièrement bien. Donc, il y a 4 formes de médiation historique que je vais aborder aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que j'ai la science infuse et que c'est les seules formes de médiation, mais pour moi, c'était à la fois les plus importantes et les plus intéressantes à présenter. Donc, les 4 stratégies de médiation qui forment les 4 blocs de ma conférence d'aujourd'hui sont les suivants. Le paratexte comme outil de médiation, la narration au jeu,
la double médiation de la narration au présent. Je sais, ça a l'air un peu complexe, mais inquiétez-vous pas, vous allez voir, c'est très, très simple. Et finalement, la médiation didactique et la médiation ludique. Donc, on commence avec le paratexte comme outil de médiation. D'emblée, je vais préciser ce que j'entends par paratexte parce que c'est peut-être pas un terme avec lequel vous êtes familier. Le paratexte, c'est tout ce qui entoure le livre, c'est le côté matériel du livre, que ce soit la page couverture, la quatrième de couverture, qui est ce qu'on retrouve le texte derrière, justement, les notes de bas de page, donc tout ce qui entoure le texte et qui n'est pas le texte lui-même. Et dans le cas qui nous intéresse, la médiation de l'histoire ou d'événements historiques dans la littérature jeunesse commence dès la quatrième de couverture, dans le résumé, où on va mettre en place l'événement ou la période qui va être abordée dans le roman. J'ai deux exemples pour ça. Mon premier est « 16 ans et patriote » de Sylvie Brien aux éditions Bayard Canada, dont je vais vous lire le quatrième de couverture à l'instant. Montréal, janvier 1838. D'emblée, on met une date. On est à Montréal et on est en janvier 1838. La vie de Mark Campbell bascule alors qu'il est mis au cachot à la prison au pied du courant avec 500 autres patriotes du parti de Louis-Joseph Papineau. Donc, on est en 1938 et on est pendant la rébellion des patriotes. Ça va se passer au pied du courant, ou du moins, il y a une partie de l'intrigue qui se passe au pied du courant, une prison où ont été pendus plusieurs patriotes à l'époque. Il n'a que 16 ans. Va-t-on le pendre? Reverra-t-il son village de la Pointe-aux-Trembles, sa famille et la belle Marie Bazinet? Donc, vous voyez, ici, on met d'emblée l'accent sur quelle période, quel événement, quels sont les enjeux du roman. Et tout ça, dans la quatrième de couverture, on n'a même pas ouvert le roman encore. Sinon, voici Sur une île inventée de Maryse Rouy aux éditions Urtubise. Léa et Alice, qui sont en deuxième secondaire. Ah, on voit maintenant, on n'est plus en 1838. On est maintenant, parce qu'on a deux adolescentes en secondaire 2, doivent faire une recherche sur un événement de l'histoire du Québec. Le tirage au sort leur attribue l'Expo 67. Ah, on va parler de l'Expo 67 dans le roman. La grand-mère de Léa, décédée récemment, avait 18 ans lors de l'Expo. Après sa mort, la mère de Léa a entassé dans un débarras des boîtes de souvenirs qu'elle n'avait pas le courage de trier. Léa, poussée par l'espoir d'y trouver des objets ou des documents qui pourraient servir à sa recherche, va secrètement fouiller dans les boîtes. Elle tombe d'abord sur une photo qui l'intrigue au plus haut point et découvre ensuite le journal intime que sa grand-mère a tenu pendant la durée de l'expo. Là, on sait que la narration va être au présent, parce que l'histoire va se dérouler à notre époque, et il y a une adolescente qui va découvrir un événement historique, l'Expo 67, à travers les écrits personnels de sa grand-mère. Donc, vous voyez, déjà avec la quatrième de couverture, ça nous donne une idée de comment les événements historiques vont être racontés. Dans 16 ans et patriote, que j'ai choisi d'ailleurs parce que c'est un roman inspiré d'un fait vécu. Mark Campbell a vraiment existé et c'était le plus jeune patriote à s'être engagé aux côtés des autres patriotes, justement. Donc, c'est une histoire inspirée d'un fait vécu, mais qui est moins connue des gens quand on parle des rébellions de 1837 et 1838, pardon. Donc, dans ce cas-ci, on est directement dans l'événement historique à l'époque mentionné, alors que Sur une île inventée, que j'ai choisi parce que je trouve ça intéressant, parce que c'est la première fois en fiction jeunesse, du moins à ma connaissance, qu'on aborde la question de l'Expo 67, qui est quand même un élément fondateur du Québec moderne avec la Révolution tranquille. Donc, dans ce cas-ci, on est au présent et on va découvrir... Oui, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Parfait. Je reprends... OK. Donc, comme je le disais, Sur une île inventée est intéressant parce que c'est un roman qui aborde, un des rares romans à aborder l'Expo 67, un événement fondateur du Québec moderne avec la Révolution tranquille. Et cette fois-ci, on est dans le présent d'une adolescente qui va découvrir les événements à travers les écrits de sa grand-mère. Les autres formes de paratexte qui existent peuvent être l'avertissement historique, donc qui peut se trouver au début ou à la fin du roman. Par exemple, dans Le Marcheur du ciel de Daniel Mativa aux éditions Pierre Tisser, que j'ai choisi parce que même si c'est un des nombreux romans jeunesse à aborder la construction du pont de Québec, c'est personnellement un coup de cœur pour les personnages, la profondeur psychologique des personnages, leurs relations. J'ai beaucoup aimé et Daniel Mativa fait beaucoup de romans historiques, donc c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup apprécié. Donc, au tout début, c'est bel et bien un avertissement. Donc, avertissement. Ce roman est une œuvre de fiction.
on le précise d'emblée, qui, indépendamment de sa dimension fantastique, repose en grande partie sur une histoire vraie. Effectivement, les gens de Québec savent que la construction du pont de Québec a bel et bien eu lieu et qu'il y a eu des incidents en lien avec ça, mais on verra ça un petit peu plus tard. Les faits historiques et les détails techniques sont tirés de deux ouvrages de référence. Le premier, Le pont de Québec, de Michel Lheureux, aux éditions du Septentrion, publié en 2001. Le second, Ciel d'acier, de Michel Moutot, aux éditions Point, publié en 2015. Et là, on ajoute « Veuillez prendre note que les termes sauvages, indiens ainsi que certains anglicismes ont été utilisés conformément à l'époque décrite. » Ce paragraphe-là a son importance particulièrement maintenant parce qu'on est plus sensible à ces questions-là, les questions d'appropriation culturelle, les questions de représentation des minorités, que ce soit les minorités des Premières Nations, les minorités racisées, les minorités sexuelles. Et l'auteur prend la peine d'avertir maintenant que les termes qui sont maintenant considérés comme étant racistes et péjoratifs sont utilisés dans le contexte de l'époque où c'était normal. C'est la même chose pour la présence d'anglicisme aussi. Donc, c'est vraiment un avertissement qui prend son sens dans la période actuelle. Et on termine. Des informations supplémentaires sur le pont de Québec et son époque sont disponibles à la fin du livre. Vous y trouverez également un schéma du pont. Donc, on avise que le lecteur, à la fin, va avoir d'autres éléments qui sont disponibles, donc encore d'autres éléments de paratexte qui sont présentés dans l'avertissement. Et parfois, l'avertissement va être à la fin, pour une bonne raison qu'on va découvrir dans un instant. Alors, c'est le cas de Le Projet POX d'Hervé Gagnon, publié aux éditions Québec-Amérique. Celui-là, je l'ai choisi premièrement parce que le contexte actuel faisait que je ne pouvais pas passer à côté. Après tout, on y parle de l'épidémie de variole qui a frappé Montréal en 1885. Donc, je me suis dit, en temps de pandémie, un roman historique sur une autre pandémie qui a frappé le Québec, ça ne pouvait qu'être une coïncidence que je devais exploiter. Et aussi, c'est un roman d'aventure, donc on retourne à mes premières amours. Et il y a beaucoup d'action dans le roman, donc j'ai beaucoup aimé. Et on retrouve à la fin, cette fois-ci, ce n'est pas un avertissement, c'est une note historique. Et ça a son importance aussi, vous allez comprendre pourquoi. Là, un petit avertissement de rigueur avant que je commence à lire. Je vais dévoiler certains ressorts dramatiques, donc certains punchs du roman. Donc, si vous ne voulez pas avoir de divulgacheur, bien, coupez votre son pour quelques instants. Alors, note historique. En 1885, une épidémie de variole frappe Montréal. Elle débute le 28 février 1885 lorsqu'un train en provenance de Chicago entre dans la gare Bonaventure. Son contrôleur, George Longley, est atteint et la maladie se répand. Dans les 15 mois qui suivent, la maladie fait près de 6 000 victimes au Québec, dont 90 % sont des Canadiens français. Donc déjà dans le premier paragraphe, on vient compléter, on vient donner une note complémentaire à l'intrigue avec beaucoup de détails historiques. Donc, on sait exactement les origines de la pandémie, combien de victimes ont été faites et le fait que c'est majoritairement des Canadiens français, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des Québécois qui ont été touchés. Les lieux évoqués, l'orphelinat catholique, l'asile Saint-Jean-de-Dieu, etc., sont réels. Ça aussi, c'est important. Tous les personnages sont fictifs. Ah, on voit pourquoi tantôt il a précisé que les lieux évoqués étaient réels, parce que les personnages, eux, ne le sont pas. Et naturellement, là, attention, c'est ici le divulgacheur important, l'épidémie n'était pas le fruit d'un complot britannique, mais ça faisait une meilleure histoire à raconter. Ah! Donc, dans le roman historique, parfois, on peut jouer avec les faits, les personnages et les lieux pour rendre ça plus intéressant du point de vue du lecteur. C'est important et c'est intéressant à savoir. Et il ajoute aussi dans un dernier paragraphe, si la machine électrique de Ramsden permettait de donner des chocs électriques de 1776, l'usage d'électrochocs en psychiatrie ne remonte qu'aux années 1930. Ce qui est mis en scène dans ce récit est simplement l'usage de l'électricité comme instrument de torture. Dans ce cas-ci, on sent que l'auteur a voulu prévenir certaines critiques d'historiens amateurs un peu trop enthousiastes qui disent « Non, 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 ça se peut pas, historiquement, c'est pas correct. » Donc, il dit « Oui, je sais que cet usage-là en psychiatrie date d'après les événements, mais dans mon cas, ça correspond parce que ça a été découvert avant et c'était pour de la torture. Donc, on sent que l'auteur a voulu prévenir certaines critiques et ça peut servir à ça aussi, parfois les notes historiques. Dans les autres formes de paratexte qu'on va retrouver aussi, on va avoir des marqueurs temporels.
Et ça, les marqueurs temporels, habituellement, on les retrouve à la fin parce que ça donne une mise en contexte de ce qu'on vient de lire. Parmi les marqueurs temporels, on a la ligne du temps, on a la chronologie et on a les dates importantes. On a aussi des documents techniques ou des documents d'époque qui peuvent être reproduits à la fin des romans. Pour là aussi, c'est toujours une question de mise en contexte, parce que la médiation dans le roman historique va être c'est beaucoup ce que vous allez avoir à faire, c'est mettre les informations ou mettre l'intrigue, l'histoire qui est racontée en contexte, parce que les enfants ou les adolescents, ce n'est pas leur réalité et ils n'ont pas encore les acquis et les connaissances nécessaires à mettre eux-mêmes en contexte les événements historiques qu'ils vont lire. Donc, c'est votre travail en tant que médiateur ou médiatrice de le faire avec les enfants. Donc, dans 16 ans et patriotes dont j'ai déjà parlé, à la fin, on retrouve... Oui? Oui, en fait, j'avais une intervention dans le chat d'une dame qui demande si c'est possible d'indiquer si les ouvrages que vous présentez aujourd'hui s'adressent un peu plus aux primaires ou aux secondaires. Je vous dirais que c'est majoritairement des ouvrages pour le secondaire. Il y a Le Marcheur du ciel qui, lui, peut être lu à la fin du primaire. 16 ans et patriote aussi peut être lu à la fin du primaire. En fait, je vous dirais c'est ça. C'est 5e, 6e année avec de la médiation. Donc, ne laissez pas ces romans-là dans les mains de jeunes de 5e, 6e année sans préparation. Mais en classe, par exemple, ou en bibliothèque, ou même à la maison, si vous avez des enfants à partir d'à peu près 11 ans, c'est adéquat quand même. Puis sinon, c'est vraiment pour le secondaire, il n'y a aucun problème. Parfait, Ça me fait plaisir. Donc, dans 16 ans et patriote, comme je le disais, on retrouve l'affidavit qui a été signé. L'affidavit, c'est un ordre d'arrestation pour Mark Campbell qui a été signé par les 2 personnes qui ont fait la mise en accusation. Donc, celui-là, je ne ferai pas de divulgateur, mais on explique la raison pourquoi Mark Campbell a été condamné avec les autres patriotes et pourquoi il a été emprisonné. Dans Le Marcheur du ciel, comme on le mentionnait dans l'avertissement historique au début, on retrouve les schémas techniques du pont, mais on a aussi une liste d'autres ponts importants, parce que ce qu'il faut savoir, et ce que les enfants ne savent peut-être pas, c'est qu'à l'époque, le pont de Québec était considéré comme une nouvelle merveille du monde et une prouesse technologique incroyable qu'on n'avait jamais fait avant. Donc, l'auteur va donner d'autres ponts, entre autres le pont de la Confédération, qui est le plus long pont couvert au monde aussi. On va retrouver aussi dans John et le règlement 17, qui traite en fait, le règlement 17 date du début du 20e siècle. Pour faire une mise en contexte, celui-là, comme on est en contexte franco-ontarien, c'est moins connu peut-être. Donc, le règlement 17, en fait, c'était un règlement qui interdisait l'enseignement du français dans les écoles anglophones en Ontario. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de francophones, de Canadiens français et de franco-canadiens qui étaient en Ontario et qui voulaient l'enseignement du français. Donc, le règlement 17 est venu interdire ça. Et à la fin, on retrouve le règlement complet tel qu'il a été voté à l'époque. Donc, c'est un document historique très, très important et très intéressant. Et ces documents techniques-là vont donner des informations plus poussées, plus techniques parfois sur le sujet du roman et vont permettre aussi de mieux comprendre ce dont on parle parce que, par exemple, dans John et le règlement 17, pourquoi le titre? Déjà, c'est dans le titre le règlement 17, mais qu'est-ce que c'est son importance historique? Et par exemple aussi le Marcheur du ciel. OK, mais pourquoi le pont de Québec? Qu'est-ce qui s'est passé avec le pont de Québec? Qu'est-ce qu'il avait de si extraordinaire, le pont de Québec, pour qu'encore aujourd'hui, on en parle et qu'il soit entré dans la légende, à part le fait que le fédéral et le CN se chicanent pour la peinture du pont. On en parle d'ailleurs dans le roman aussi, mais ces documents-là permettent de recontextualiser ce qui est important quand on fait de la médiation en roman historique pour la jeunesse, c'est de recontextualiser, de remettre dans le contexte historique les événements qui sont racontés dans les romans, parce que oui, il y a une part de fiction, parce que ce sont des romans et non pas des documentaires, mais ils sont basés sur des événements historiques qui ont vraiment existé, et de ce point de vue-là, il y a des sources crédibles et objectives qui ont été utilisées aussi en recherche, donc c'est important de pouvoir le mentionner aux enfants et de voir avec eux. On va passer au deuxième bloc, à moins qu'il y ait des questions pour le premier bloc. Non, ça va pas. Parfait. Donc, le deuxième bloc est la narration au jeu. C'est une forme de narration qu'on retrouve beaucoup dans le roman jeunesse en général. D'ailleurs, à une époque, ça a donné lieu à ce qu'on appelait le roman miroir.
dans les années 80. Donc, ceux qui ont à peu près mon âge ont connu beaucoup de romans où la narration était au jeu. Ce qui est intéressant avec la narration au jeu, d'une part, ça donne accès directement aux pensées et aux réactions du personnage par rapport à ce qu'il vit, à ce qu'il voit et à ce qu'il subit parfois, comme dans le cas de Mark Campbell, sur lequel je vais revenir un peu plus tard. C'est aussi, l'autre intérêt, c'est que cette narration-là, on la retrouve à la fois dans des romans qui se déroulent au présent, comme c'est le cas pour John et le Règlement 17, ou encore Sur une île inventée, ou ça se retrouve aussi dans les romans où la narration est au passé, donc va être directement dans l'événement ou la période historique concernée. Dans les deux cas, on peut avoir une narration au jeu, et je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas toutes les narrations qui le permettent. Ce que la narration au jeu va faire, comme je l'ai dit brièvement plus tôt, c'est que ça permet au lecteur de s'identifier directement au personnage. Parce que le personnage qui parle au jeu, il n'y a pas de distance entre le personnage et le lecteur. On est vraiment là, on est avec lui, on est dans sa tête, dans ses pensées. Ce que le narrateur sait ou apprend, le lecteur va le découvrir ou l'apprendre en même temps. Et ça, c'est une des stratégies de médiation que les auteurs utilisent, mais que vous aussi, vous pouvez mettre de l'avant. Quand vous présentez un roman, vous pouvez le dire déjà que vous dites aux jeunes ou à l'adolescent, portez attention à la manière dont les informations sont transmises. Parce que vous allez apprendre des choses, mais le personnage va peut-être apprendre des choses en même temps que vous aussi. Si la narration est au présent, ça va permettre une deuxième médiation. Et ça, je vais y revenir plus tard j'ai un bloc complet sur le sujet, mais quand même, cette deuxième médiation-là va servir à expliquer ce que le narrateur ne comprend pas ou ne connaît pas. Ensuite, si la narration se trouve dans l'événement historique ou la période historique qui est abordée par le roman, ça va permettre des commentaires de la part du narrateur, ou du moins de l'auteur à travers le narrateur sur la période ou l'événement. Et ça, c'est le cas de façon très intéressante dans Pistolero, le tome 1 du siècle des malheurs, une série de Camille Bouchard aux éditions Boréal. J'ai choisi Pistolero parce que Camille Bouchard est un autre écrivain qui fait beaucoup de romans historiques pour la jeunesse et pour les adolescents, et Camille Bouchard est un passionné d'histoire, un féru d'histoire, et ça se sent quand on le lit. Les détails, la narration, tout est là, c'est vraiment là, et c'est très très court, là. C'est une centaine de pages à peu près, donc pour les lecteurs réticents un peu, ça se lit d'une traite, on n'est pas capable de lâcher. Donc je disais que le narrateur au jeu pouvait parfois passer des commentaires, des remarques sur ce qu'il vit, ou sur la période historique. Alors, en voici un exemple. Donc, je vais contextualiser un petit peu. On est dans la deuxième prise de la Ciudad. Non, attends. Bref, c'est la Révolution mexicaine. Pancho de Villa, qui est le principal meneur des rebelles, vient de reprendre une ville importante au Mexique et il avait un plan pour reprendre la ville, justement. Donc là, ce sont les gens qui défendaient la ville pour le gouvernement que les rebelles estiment corrompu qui sont en train de se rendre. Ceux qui n'avaient pas le courage de se jeter dans le fleuve s'agenouillaient en nous faisant face, jetant leurs armes au sol, les mains en l'air, le regard suppliant. Certains n'avaient pas d'uniforme, mais, aux manches qui n'étaient pas roulées sur leurs bras et aux chapeaux rabattus sur leur nuque, je devinais qu'il s'agissait des Colorados du colonel Portillo. Ceux-ci, aux ordres d'Orozco, avaient combattu aux côtés de Villa, Pancho de Villa, contre le gouvernement de Diaz 3 ans plus tôt. Mais une fois le général Madero à la tête du pays, il s'était retourné contre leur ancien allié et l'avait assassiné sur les ordres de Huerta, le président du moment, un ex-rebelle lui-même qui, quand on disait que la politique et les révolutions mexicaines étaient compliquées. Donc vous voyez, c'est le narrateur qui raconte une série d'événements. Donc, dans ce cas-ci, c'est ce qui a mené à la Révolution mexicaine du début du 20e siècle. Et lui-même, comme narrateur, va dire, vous voyez, c'est tellement compliqué que même moi, qui vis ces événements-là, qui est au courant des événements, j'ai de la misère à comprendre un peu, ce qui enlève une pression au lecteur qui, lui, fait comme, mais c'est quoi tout ça? C'est qui ces noms-là? Je connais pas ça, moi. Donc, le narrateur fait, inquiète-toi pas, c'est normal, même pour moi, qui est dans ce moment-là, dans cette période-là, même pour moi, j'ai de la misère à me retrouver, donc c'est correct. Donc, ça va permettre aux jeunes de se sentir moins repoussés ou moins incompétents par rapport à ce qu'ils vont lire, et c'est important. C'est pour ça qu'on parle de médiation aussi, parce que ça va servir de lien entre les deux, et là, c'est le narrateur qui fait ce travail-là.
pour ce qui est de la double médiation dans la narration, de la narration au présent, l'intérêt est que, en fait, c'est quelque chose qui est spécifique à une intrigue qui se déroule au présent, donc qui va se dérouler maintenant, parce que le personnage va apprendre des informations historiques et le lecteur va apprendre ces informations-là en même temps. Le personnage va probablement ou va souvent se faire expliquer ou va tenter de contextualiser lui-même les informations historiques qu'il va découvrir, ce qui est le cas de Suriner l'inventé. Alors, je vais juste retrouver ma page, ce ne sera pas très long, merci de votre patience. Mon cher journal, ne m'en veux pas d'écrire sur ce vilain cahier. J'aurais aimé un joli carnet à fermoir avec une couverture rose ornée d'un bouquet de fleurs comme celui du catalogue Sears. Là, on comprend qu'on est en train de lire le journal intime de la grand-mère de Léa, le personnage principal. Et oui, je maintiens un peu le suspense parce que le point que je veux faire se trouve dans le paragraphe juste après où on reprend la narration avec Léa. Le catalogue Sears? Qu'est-ce que cela peut bien être, se demande Léa. Elle va chercher dans sa chambre le bloc où elle dresse la liste des choses à vérifier pour son travail et y ajoute le nom du catalogue. Sa mère doit savoir de quoi il s'agit. Elle lui posera la question comme si elle avait découvert l'information dans un livre. Et là, ce qui peut être drôle pour les gens qui ont mon âge ou qui sont plus vieux, c'est que pour nous, le catalogue Sears, c'est pas du tout un fait historique. Là. On s'entend que moi, j'ai passé ma jeunesse à tous les Noëls à encercler la moitié de la section jouets du catalogue Sears, puis j'ai 37 ans. Donc, pour moi, c'est pas de l'histoire, ce sont des souvenirs. Mais Léa, qui a 14 ans, elle, ça fait des années que le catalogue Sears n'existe plus, que même si, ironiquement, le catalogue Sears s'est simplement transposé sur Internet, quoique c'est difficile d'encercler les jouets qu'on veut sur le portable de vos parents. Faites pas ça à la maison, les enfants, c'est pas une bonne idée. Mais là aussi, si on parle d'options consommateurs et tout, ce sont des trucs qui n'existent plus maintenant. Et la jeune narratrice, elle, se pose la question, et c'est clair que le lecteur adolescent d'aujourd'hui va se poser exactement la même question. Le catalogue Sears, mais c'est quoi ça? Et non seulement elle va demander à sa mère, qui elle doit savoir ce que c'est, mais elle prend des notes. Elle prend un bloc-notes pour noter ça. Donc, on sait tout de suite qu'il va y en avoir d'autres, évidemment. C'est une stratégie. L'auteur est ratoureuse ici. Elle nous dit, attendez, il va y avoir d'autres choses que vous ne comprenez pas, qu'on va expliquer, que Léa va noter plus loin. Et un autre aspect intéressant de cette double médiation, c'est que ça permet de faire le pont entre le lecteur, dans ce cas-ci, le lecteur adolescent, et ses parents ou ses grands-parents. Ça va créer un pont intergénérationnel. Et j'ai un exemple pour vous montrer comment. Alors déjà, en partant, Léa fait des recherches au sujet des noms des stations de métro dont parle Diane, Diane étant sa grand-mère. Comme elle s'en doutait, l'ancienne station Berry de Montigny. Là, je m'excuse, je m'adresse surtout aux Montréalais ou les gens qui connaissent bien Montréal. Donc, l'ancienne station Berry de Montigny est devenue Berry-UQAM. Mon grand-père, jusqu'à sa mort, parlait de Berry de Montigny, alors que c'était devenu Berry-UQAM. Et Île-Sainte-Hélène s'appelle maintenant Jean-Drapeau. Celle-là, c'est particulier parce que j'ai vécu l'entre-deux. J'ai connu la station Île-Sainte-Hélène et j'ai connu le changement de la station Jean-Drapeau. Donc, ça fait de moi quelqu'un d'un peu vieux, hein, quand même, mais en même temps, c'est fascinant parce que pour une lectrice adolescente qui n'a jamais connu la station Île-Sainte-Hélène, c'est de l'histoire. Et comme je le disais tantôt, pour certains d'entre nous, pour nous qui vont faire la médiation, ce n'est pas de l'histoire, ce sont des souvenirs. Et ça, quand vous faites de la médiation d'événements historiques, surtout si ce sont des événements assez récents, par exemple aussi, ça peut être, il y a beaucoup de romans qui ont été faits sur la crise d'octobre pour les jeunes, pour les ados et même pour les enfants aussi, mais si vous êtes assez vieux pour l'avoir connu, servez-vous de vos souvenirs aussi pour remettre en contexte. Moi, je me rappelle, ma famille maternelle a grandi à Montréal-Nord et mon oncle me racontait comment, à la récréation de son école, à un moment donné, il a vu les hélicoptères de l'armée passer dans le ciel parce qu'ils ont retrouvé les frères Rose dans une maison sur une rue dans mon quartier. J'ai grandi à Montréal-Nord et c'était sur la rue Moncelet qu'ils ont retrouvé les frères Rose. Et pour moi, qui est féru d'histoire, la coïncidence est que j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Jacques Ferron. Et c'est Jacques Ferron qui a été appelé comme médiateur pour les frères Rose, justement, lorsqu'ils ont été arrêtés, c'est le docteur Ferron qui avait été appelé. Donc, vous voyez ce que je viens de faire, moi aussi, c'est de la médiation.
je viens de faire tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ne vous demandera pas une maîtrise en animation recherche culturelle pour faire de la médiation avec vos enfants. Parfois, vous pouvez vous servir de vos propres connaissances, de vos propres intérêts ou même de vos souvenirs dans le cas d'événements historiques qui sont plus rapprochés. Et je continue ma citation parce que je n'ai pas fini. Ça s'en vient quand même encore intéressant aussi. En mangeant, Léa demande à sa mère pourquoi, autrefois, les femmes étaient moins bien payées. Audrey lui explique qu'il n'y a pas si longtemps, on considérait que le rôle des femmes était de tenir la maison et d'élever les enfants, alors que celui de l'homme était de gagner la vie de la famille. Là, je vous entends déjà hurler au sexisme et tout, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, et c'est ça qui est important avec le roman historique, surtout avec le roman historique, j'oserais dire particulièrement avec le roman historique, parce que les sociétés et les mœurs évoluent. Maintenant, on le sait qu'on travaille très fort pour atteindre la parité salariale et ce n'est même pas encore gagné aujourd'hui. En 2020, ce n'est pas encore gagné aujourd'hui. Donc, à l'époque, la mentalité était que le travail de la femme était de rester à la maison et élever les enfants et le travail de l'homme était d'être ce qu'on appelle le pourvoyeur, donc celui qui allait ramener l'argent et la nourriture sur la table. Et c'est pour ça qu'il n'était pas question qu'on paye les femmes pour le travail d'un homme. Ce n'était pas leur travail à elles. Puisqu'elles avaient un mari qui pourvoyait à leurs besoins, on estimait que recevoir un salaire équivalent à celui d'un homme quand elles travaillaient au-delà du mariage n'était pas une nécessité. Il était même mal vu qu'elles gardent un emploi. Hein? C'est ce que je viens de vous dire. C'était mal vu, c'était dans les mœurs de l'époque. C'est comme ça qu'on pensait à l'époque. Évidemment, et heureusement, les mentalités ont évolué, mais c'était comme ça à l'époque. On a beau être fâché de ça, on ne peut pas l'effacer non plus. Je n'entrerai pas dans ce débat-là nécessairement, mais c'est important de comprendre pourquoi il faut contextualiser, il faut faire de la médiation quand on lit, quand on présente des romans historiques, parce que des fois, comme dans le cas du Marcheur du ciel, où il y a utilisation de termes qui sont jugés maintenant racistes, avec raison aussi. Maintenant, si quelqu'un parle d'un autochtone comme d'un sauvage, on va le regarder croche. Mais des fois, il y a des préjugés, il y a des situations qui perdurent encore et c'est important de savoir pourquoi et d'où ça vient. Et c'est votre travail en tant que médiateur et médiatrice d'expliquer aux enfants qui pourraient être surpris, des fois ils pourraient être fâchés de la situation aussi, puis c'est une bonne chose aussi. Ça veut dire que les sociétés évoluent, mais c'est à vous de travailler à faire de la médiation avec eux pour leur expliquer tout ça. Et là, Léa pose une question intéressante. C'était comme ça du temps de mes grands-parents, de mes grands-mères? Plus ou moins. Les mentalités étaient en train de changer. Pourtant, une vingtaine d'années plus tôt, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était bien différent. Les hommes étaient mobilisés et les femmes ont dû occuper les postes qu'ils avaient quittés. Beaucoup d'entre elles ont apprécié l'indépendance procurée par leur salaire. Malheureusement, quand les hommes sont revenus, on les a obligés à céder la place. Alors, de quoi vivaient les divorcés? Il y avait peu de divorces avant la fin des années 60. La loi ne l'autorisait que dans les cas d'adultère. C'est la raison pour laquelle les gens divorcent, non? Pas toujours. Et à cette époque, celui qui était déclaré adultère portait tous les torts. Si l'homme refusait d'endosser le rôle pour obtenir le divorce, la femme devait prendre la faute sur elle et elle perdait toute possibilité de recevoir une pension alimentaire. Si elle n'avait pas de métier ni fait d'études, comme c'était souvent le cas, elle préférait rester mariée plutôt que de se retrouver sans ressources. C'est horrible. Vous voyez, déjà le personnage qui n'existe pas porte un jugement de valeur sur ce qu'elle vient d'apprendre et sa mère fait un effort de médiation. Ce n'est pas nommé comme ça. Évidemment, c'est moi qui interprète, mais on voit que la mère fait « Oui, je suis d'accord avec toi, c'est horrible effectivement pour nos standards de 2020, mais à l'époque, on pensait différemment, c'était différent. » Et là aussi, je veux dire, toute la question économique, le salaire minimum et tout, le droit de vote des femmes aussi, ce sont toutes des questions qui peuvent être abordées au détour d'une œuvre historique. Parce que ce n'est pas parce qu'un roman aborde, dans ce cas-ci, par exemple, c'est l'Expo 67. On parle, c'est centré sur l'Expo 67, mais à travers ça, c'est toute une société en train de changer qui est abordée aussi. Et ça va être le cas dans d'autres choses aussi. Le Marcheur du ciel, c'est les contremaîtres corrompus, le rapport aux travailleurs autochtones aussi. Dans Pistolero, c'est la relation entre un père et un fils qui est abordée aussi. Dans John et le règlement 17, c'est la mémoire des grands-parents. Je vais y revenir plus tard aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'un roman aborde une période ou un événement historique spécifique qu'il n'y aura pas d'autres choses autour que vous pouvez utiliser dans votre médiation des événements historiques. Donc, c'est à vous d'être attentif et attentive et de relever
les éléments qui peuvent être utiles à votre médiation par la suite. On entre dans le dernier bloc, déjà, comme le temps file, la médiation didactique et la médiation ludique. Oui? Oui, juste avant de passer au prochain bloc, ben oui. Il y avait une question du chat et moi aussi j'aurais une question. Oui. Je vais commencer par le chat. Dans le fond, on vous demande en fait, croyez-vous que les archives sont matière à vulgariser aux plus jeunes? Honnêtement, ça, je vous dirais, ça va dépendre de votre habilité ou de votre agilité, pas votre agilité, voyons, de votre... si vous êtes à l'aise, voilà, hein, si vous êtes à l'aise avec les archives, personnellement, je le serais un peu parce que j'ai fait moi-même de la médiation en écrivant du documentaire jeunesse, donc j'ai parcouru des archives et tout, mais c'est pas tout le monde qui a les connaissances ou les techniques nécessaires. Donc oui, ça peut être intéressant, mais si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas parce que ça va compliquer les choses et vous allez perdre l'intérêt de l'enfant. Voilà. Très bien, merci. Et pour ma question, dans le fond, je me demandais en fait, souvent le défi dans la création d'une œuvre historique, c'est que l'auteur, en fait, c'est ça, souvent on va écrire une œuvre en ayant un peu les mœurs, les valeurs un peu de notre société, la façon de penser et tout. Puis justement, je me demandais, puis même si on essaie quand même d'avoir une certaine rigueur, même si on essaie vraiment de recréer le contexte de l'époque, il reste quand même qu'on écrit toujours avec une certaine subjectivité de pensée qui nous a conditionnés au fur et à mesure qu'on grandit. Puis je me demandais en fait, selon vous, c'est où est la limite en fait, jusqu'où on peut, mettons, tourner les coins ronds, insérer peut-être, mettons, certains éléments un peu plus, pas contemporains, là, mais qui n'est pas exactement de l'époque, parce que c'est sûr qu'une œuvre ne sera jamais 100% historique, mais où tracer la limite finalement selon vous? Honnêtement, à la base, je pense que ça va être une question entre vous et votre éditeur. C'est l'éditeur qui va voir jusqu'à quel point il est prêt à vous donner du lousse un peu là-dedans. Sinon, comme on a vu au tout début, il y a cette merveilleuse chose dans le roman historique qu'on appelle un avertissement ou une note historique où vous pouvez expliquer à vos lecteurs pourquoi vous avez pris certaines libertés avec les mœurs de l'époque et tout. Parce que des fois, vous vous dites, j'avais envie de présenter une héroïne plus forte, par exemple. Je pense juste à Marie Laflamme de Dominique Demers, où on va présenter des fois des personnages qui sont plus grands que nature et qui n'auraient pas nécessairement agi comme ça ou à qui on n'aurait pas permis d'agir de la sorte dans un contexte donné. Donc, par exemple, si vous faites... C'est sûr que plus vous allez jouer avec une figure historique connue, par exemple, si vous faites de Maurice Duplessis un socialiste fini, ça ne marchera pas. Honnêtement, là, je pense que vous n'avez pas de jeu. Par contre, si vous inventez des personnages que vous intégrez dans une période historique donnée et que ces personnages-là ne seront pas les sauveurs de cette époque-là ou ne vont pas changer à eux seuls, faites pas une Katniss dans, par exemple, pour les Patriotes, puis leur faire gagner la rébellion parce qu'il y a un personnage sauveur qui arrive. Vous n'avez pas le droit. C'est plate, là, mais pour la rigueur historique, vous n'avez pas le droit. Par contre, des personnages qui interagissent entre eux et qui vont être un petit peu plus progressistes qu'à leur époque, là, ça peut passer. Parce que ce sont des personnages qui n'existaient pas à l'époque. Donc, vous pouvez leur donner un petit bonus, un petit plus à côté. Ça, je pense que la flexibilité est là. Donc, plus vous allez chercher un événement précis, par exemple, si on prend vraiment la bataille de Saint-Eustache dans les Rébellions des Patriotes, c'est hyper documenté. Vous ne pourrez pas faire perdre les gagnants et gagner les perdants, ça ne marche pas. Mais vous pouvez ajouter quelqu'un qui va vivre ça, qui va apporter un autre point de vue sur la bataille, et là, ça vous appartient, comme licence créative et tout. Et sinon, encore une fois, il y a toujours le bon vieil avertissement historique, au début ou à la fin du roman, pour préciser pourquoi vous avez décidé de faire ça, ce qui peut être valide aussi, comme dans le projet Pox, Hervé Gagnon, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit « j'ai ajouté un complot parce que sinon, ça aurait été un peu plate à raconter ». Mais il y a le droit à la rigueur aussi, c'est correct. Mais je pense que vous devez à vos lecteurs de les avertir des libertés que vous avez prises. Et après ça, si votre éditeur trouve que votre projet est vraiment intéressant, malgré les libertés, bien, tant mieux, vous avez trouvé un éditeur qui a envie d'un peu de flexibilité en termes historiques et tout. Puis de toute façon, vous allez toujours avoir des gens qui sont un peu plus
strict sur l'histoire, justement. L'histoire est particulièrement sujette à ça. Des gens qui sont vraiment... C'est correct, ils ont le droit aussi. Puis vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Voilà. Ben, ça me fait plaisir. Alors, on poursuit avec la médiation didactique et la médiation ludique. Au début, ironiquement, j'avais mis un petit VS. Je les avais mis un peu en opposition et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, ce n'est pas vrai. Je ne dois pas les mettre en opposition parce qu'elles ne s'opposent pas. Parfois, on va même les retrouver les deux dans un même roman. Donc, ce serait un peu nono de dire qu'elles s'opposent si on a les deux dans le même roman. Ce que je voulais dire, en fait, quand j'ai réfléchi à ma présentation, c'est que les deux sont différentes et vont avoir des buts et des objectifs différents. Puis au début, c'était pour ça que j'avais mis le versus, mais je me suis rendu compte que ça induisait un rapport d'opposition qui n'existe pas, parce que l'une n'est pas meilleure que l'autre. Et ça, je fais vraiment attention. Tous les livres que je vous ai présentés, il y a des choses que j'ai adorées, il y a des choses que j'ai peut-être un peu moins aimées, mais je ne veux pas porter de jugement de valeur sur les œuvres. Ce n'est pas mon rôle de faire de la critique. Quand on fait de la médiation, c'est ça aussi. On choisit les œuvres desquelles on va faire de la médiation en fonction de nos intérêts. Il y a une part de subjectivité, on ne s'en sauvera pas. Donc, la médiation didactique, je vous dirais que celle-là va être peut-être plus utile ou utilisée en classe. Puis je vous explique pourquoi. La médiation didactique, en fait, ce sont des personnages qui vont se faire expliquer des informations par d'autres personnages qui sont plus savants. Donc là, on a vraiment de l'information historique qui va être passée, là. Vous allez voir. Donc, dans 16 ans et Patriote, c'est mon exemple. Et là, c'est Mark Campbell qui parle, on est au jeu. Tout ce que j'ai appris dès l'âge de 14 ans concernant mon pays me vint donc de l'aubergiste. Ce fut lui qui m'initia, non de façon formelle, mais à cause de la passion qui l'animait. François Malo ne pensait qu'à ça et ne parlait que de ça, la politique. Le soir, après le départ des derniers clients, soit il me mettait au parfum des réalités de notre colonie, soit il me lisait à voix haute un extrait du journal La Minerve, moi en lavant ses chopes et lui en les essuyant. Telle une casserole qui laisse échapper sa vapeur bouillante, son esprit exubérant laissait aussi échapper certaines images qui frappaient mon imagination. « Vois-tu, Marc, le pouvoir ici, c'est comme une pyramide, me disait-il. En haut, c'est le roi qui dirige le Canada à partir d'une ville qui se trouve de l'autre côté de l'océan Atlantique, Londres. Aucun de nous n'a le droit de critiquer les décisions prises à Londres. C'est le gouverneur Aylmer, qui habite dans la ville de Québec, qui a été choisi pour les faire appliquer au pays. Le problème, c'est que la plupart des Canadiens comme nous détestent Lord Aylmer. Et un autre jour, tandis qu'il remplissait ses bouteilles avec du vin du pays et que je tenais l'entonnoir, le gouverneur Aylmer est comme un père de famille, Marc. Il croit que nous autres, les Canadiens, sommes des bébés qui font encore dans nos couches. Il nous croit incapables de décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. J'ai éclaté de rire. M. Malo était à sa manière un extraordinaire pédagogue. Donc, vous voyez, on vient de passer de l'information historique et très technique. Donc, comment fonctionnait la colonie à l'époque? C'est le roi qui dirige à travers le gouverneur général qui est établi dans la ville de Québec, mais qui dirige pour tout le Canada français à partir de Londres, pour le roi de Londres. Le roi d'Angleterre, pardon, pas le roi de Londres, le roi d'Angleterre. Donc, ça, c'est de la médiation didactique. Et on va en retrouver, vous allez le savoir. Quand vous allez le voir, là, vous allez le savoir, c'est de l'information. Là. Il y a un personnage qui va s'arrêter pour raconter ou pour expliquer des choses, soit au narrateur, soit à un autre personnage à côté. J'avais vu cet exemple-là quand j'avais travaillé sur les Rébellions antipatriotes. Il y a un roman, je ne veux pas le nommer, mais il y a un roman qui utilise qui l'utilise 2 fois plutôt qu'une. Et il y a une nouveauté aussi dans le roman historique qui le fait aussi, où là, c'est vraiment l'auteur qui donne des informations historiques à travers les dialogues aussi. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une forme de médiation. Et dans une autre manière de faire de la médiation didactique, c'est un personnage qui va découvrir les informations historiques et ces informations-là vont changer sa perception des choses. Et là, ça, c'est le cas de John et le règlement 17 de Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé aux éditions David dans la collection 14-18. Alors, je vais accélérer le pas un petit peu, mais quand même. Alors, et là, on parle des francophones qui ont le droit d'aller à l'école en français. Pépère, c'est juste trop beau, ils ont gagné, comme je suis fier d'eux. Tu sais, John, ça ne se finit pas aussi simplement. Ah non, mais comment ça? Je pensais qu'ils auraient la paix maintenant avec leurs écoles. Pas tout à fait. Ils ont réussi à obtenir leur école, mais les Écossais les ont traînés devant les tribunaux une 3e fois. Là, je vais couper un peu dans le dialogue.
l'avocat Belcourt, ou plutôt le sénateur Belcourt, a dû travailler très fort pour mettre un terme aux poursuites judiciaires. Je coupe encore un peu. C'est donc bien con, fait Jess. Nous, on a nos écoles françaises et les élèves parlent toujours en anglais entre eux et eux se sont battus pour que nous puissions apprendre le français. C'est le monde à l'envers. Et ça, c'est triste, répond le spectre de Pépère. C'est injuste envers ces gens qui ont combattu pour avoir leurs écoles, dis-je. Je n'en crois pas mes oreilles de m'entendre tenir de tels propos, moi qui, il y a quelques mois, parlais en anglais à l'école plus souvent qu'à mon tour. Donc, vous voyez, le personnage avait une position de départ où il était dans une école francophone et il passait son temps à parler en anglais. Et là, à la fin du roman, avec ce qu'il a appris de son grand-père, donc de la médiation didactique, il vient de changer d'idée, il vient de se rendre compte qu'il a changé son comportement pour ça. Donc, c'est ça, ce sont les deux formes des médiations didactiques. Dans la médiation ludique, cette fois-ci, c'est plus simple, hein, on est moins technique. Donc, c'est un roman dont l'intrigue se déroule pendant une période ou un événement historique donné. Par exemple, Pistolero, le projet POX, le Marcheur du ciel. Les enjeux de l'intrigue ne sont pas liés à l'apprentissage ou à la transmission de connaissances historiques, ce qui est le cas de 16 ans et Patriote. Vous voyez, je vous avais dit que ça pouvait cohabiter les deux. Parce que oui, il y a de la médiation didactique dans 16 ans et Patriote, mais l'histoire en tant que telle, c'est de savoir, l'enjeu de l'intrigue, c'est est-ce que Mark Campbell va être pendu pour ses actes? C'est ça, le nœud dramatique, c'est ça. C'est tout. Il n'y a pas autre chose, c'est pas didactique du tout, c'est vraiment ça. Ou sinon, les enjeux de l'intrigue vont dépasser la période historique. Par exemple, sur Une île inventée, c'est l'histoire de Léa et sa vie d'adolescente, sa relation avec ses parents et tout. Donc oui, il y a la lecture du journal de sa grand-mère, la découverte d'Expo 67 et tout, mais à la base, c'est une histoire contemporaine d'une adolescente et de sa vie de tous les jours. Et en conclusion, hein, on voit comment je suis bon pour gérer mon temps, je suis très content. Donc, comme on a pu le voir, tous les romans peuvent se prêter à la médiation, mais c'est particulièrement vrai des romans historiques parce qu'ils ont des stratégies de médiation qui sont bien spécifiques. Et on peut très bien, et on devrait se servir de la médiation pour accrocher les jeunes à la lecture et leur donner la piqûre de la lecture. Et comme je vous disais plus tôt, n'importe qui peut devenir un médiateur ou une médiatrice, que ce soit les parents, que ce soit les grands-parents, bibliothécaires, professeurs, bibliothèque municipale, à l'école aussi. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes 3 enfants à la maison. Quand on leur lit des choses, on leur donne des livres à lire et tout, ils nous posent des questions, puis on leur explique des trucs. Et après ça, on est surpris de voir qu'ils viennent, soit ils ont acquis un vocabulaire qu'on considère trop vieux pour leur âge, ou alors ils vont apprendre des choses et on voit l'intérêt, la curiosité qui se développe. Je vais vous donner un exemple. Là, ma fille, la semaine dernière, lisait à son plus petit frère un atlas sur les dinosaures et elle est venue me demander qu'est-ce que ça voulait dire piscivore. Là, on sort de la médiation historique, mais en conclusion, je me le permets. Et quand je lui ai expliqué que ça voulait dire qu'il mange du poisson, j'ai vu ses yeux s'allumer et faire « Ah, c'est ça! » Donc, quand vous faites de la médiation avec vos jeunes, vous leur ouvrez les portes du livre qu'ils sont en train de lire, vous leur montrez qu'au-delà des mots, il y a des histoires qui sont racontées et, je vous le garantis, la médiation, de un, ça fonctionne. Et quand vous aurez donné la piqûre de la lecture à vos jeunes, vous allez en faire des lectures pour le reste de leur vie. Et peut-être qu'à leur tour, eux aussi vont devenir des médiateurs pour le roman jeunesse et la lecture auprès des enfants. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, ça a été une expérience extraordinaire. Merci pour vos questions, vos interventions. Je demeure avec vous, encore une fois, s'il y a des gens qui ont besoin de précision, s'il y a autre chose. C'est beau? Ben, ça me fait plaisir. Ah ben attendez, je vais chercher mes notes. Non, c'est pas vrai. Non, sincèrement, très belle conférence, très intéressante. Puis je pense entre autres à nous, là, justement, qui sommes dans ce domaine-là de l'histoire, de la transmission des connaissances, de la vulgarisation, puis la façon qu'on essaie finalement de rejoindre les plus jeunes et les moins jeunes aussi, là, ouais. le grand public en général. C'est intéressant, ça nous permet de réfléchir là, justement sur les différentes pistes et les différentes avenues qu'on peut avoir. Il y a justement une question dans le chat, en fait, où on vous demande en fait une question sur l'Uchronie. Quelles précautions une autrice ou un auteur devrait mettre de l'avant pour prévenir ses jeunes lecteurs du fait que son roman porte sur une histoire, entre guillemets, parallèle à la véritable trame historique? On en a parlé plus tôt. La 4e de couverture va donner des indices. Et on peut faire un avertissement aussi
surtout si c'est pour les plus jeunes lecteurs, mais c'est vrai que l'Uchronie en jeunesse, effectivement, il n'y en a à peu près pas. En littérature adulte, c'est plus connu, on sait que c'est un sous-genre de la science-fiction et tout. Et là, sans le savoir, vous venez d'entrer dans un de mes dadas, qui est les littératures de l'imaginaire. Donc, je suis bien placé pour répondre à la question. Mais je vous dirais que, juste à la base, un simple avertissement au début, de dire que ceci est une uchronie. Une uchronie, puis là, expliquer brièvement ce qu'est l'Uchronie. Donc, les événements que vous allez lire ne se sont pas produits, mais j'avais envie de voir avec vous qu'est-ce qui aurait pu se passer si. Et à la base, malgré tous les concepts de 4 lignes ou les paragraphes qu'on peut élaborer sur l'Uchronie, c'est ça une Uchronie à la base. Qu'est-ce qui se serait passé si les Patriotes avaient gagné les rébellions? Qu'est-ce qui se serait passé si les Français avaient gagné la guerre, s'ils n'avaient pas perdu sur les plaines d'Abraham, justement, ici à Québec? Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas envoyé l'exploration à si Trois-Rivières n'avait pas été fondée? Il se serait passé quoi? Donc, c'est ça. L'Uchronie, ce n'est que ça. Ici, qu'est-ce qui se serait passé si? Donc, une petite note historique que vous dites que vous avez eu envie d'explorer ici, et que vous avez envie de voir avec les jeunes qu'est-ce que ça aurait pu donner. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Puis les jeunes vont vous suivre. Autrement dit, on peut donner un autre terme à ça, ça serait un peu de la méta-histoire, finalement. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. En fait, pour moi, de la méta-histoire, ce serait peut-être... Là, on serait dans le futur, puis c'est quelqu'un qui revient sur l'histoire pour faire un cours d'histoire sur comment on a vécu les événements historiques. Je ne sais pas si la nuance est... Oui, je comprends. Mais pour moi, la méta-histoire, on serait vraiment... Là, on serait une projection dans le futur, alors que l'Uchronie, on va modifier le passé. Sinon, moi, je me demandais jusqu'à quel point un roman peut avoir un cadre historique réel, mais des personnages fictifs qui interagissent avec le cadre ou des événements réels historiques. Je vous dirais que déjà, Pistolero. Pistolero, en fait, la série du siècle des malheurs de Camille Bouchard, c'est vraiment, on va suivre le personnage de Benjamin qui naît le 1er janvier 1900. Et il va traverser le siècle. Mais ce ne sera pas toujours lui, ça va être des descendants, des membres de sa famille et tout, et ils vont tous participer à des événements historiques marquants. Le premier Pistolero, c'est la Révolution mexicaine. Il y en a un qui se passe durant la guerre d'Indochine. Donc, je vous dirais que ce que les gens doivent comprendre un peu aussi, c'est que quand on fait un roman historique, ce n'est pas nécessaire de modifier le cours de l'histoire. Ça peut juste être des gens qui vivent à cette époque-là. Par exemple, Projet Pox, au contraire, on empêche le complot. On va mettre à jour le complot pour donner la variole. Mais en même temps, l'épidémie ne sera pas endiguée pour autant, mais on va juste punir les coupables. Mais dans Pistolero, par exemple, ils vont participer à la... Ah, et d'ailleurs, c'est ça. Camille Bouchard, justement, c'est ça qui est le fun. Il y a une note à la fin. Toute l'épopée du train de Troie est authentique. Selon le témoignage du général Salvatore Mercado des forces fédérales, l'idée de cette attaque surprise serait venue au général Juan Medina de la division du Nord. Ce dernier, toutefois, aurait eu de la difficulté à convaincre Pancho Villa de la mettre à exécution. Donc, il explique justement que c'est... Là, en fait, ce qu'il a fait, c'est que le train de Troie, c'est qu'il a pris un train des forces fédérales pour y impacter les forces de Pancho Villa, mais c'est le père de Benjamin qui a cette idée-là. Donc, il a juste changé un peu, tout petit peu. C'est juste un petit détail. Pour le lecteur, ça ne change rien, mais l'auteur l'a précisé. Donc, je veux dire, à moins que vous la jouiez vraiment Back to the Future puis qu'on s'amuse à modifier le passé et tout, ça peut être une chronique du quotidien aussi. Ça peut être un personnage qui participe à des événements. Dans 16 ans et Patriote, oui, c'est inspiré de faits vécus et tout, mais ça n'aurait pas empêché de se baser sur Mark Campbell et de faire un autre personnage qui rencontre Louis-Joseph Papineau, qui se bat aux côtés des Patriotes et tout, mais que son nom n'a pas retenu l'histoire. Là aussi, si quelqu'un voulait faire un roman sur le soldat inconnu, on ne sait pas c'est qui. Donc, encore une fois, du moment où vous ne choisissez pas un personnage historique précis, puis que c'est lui que vous mettez en scène, vous avez tellement plus de liberté, parce que de toute façon, même avec l'Expo 67 ou avec John et le Règlement 17,
on ne sait pas ce que les gens ont dit à l'époque. Il n'y a personne qui avait son iPhone avec le dictaphone à côté. Donc, dans le roman historique, déjà à la base, tous les dialogues doivent être inventés. Donc, je me dis, si on peut jouer avec les dialogues, pourquoi on ne peut pas jouer un peu avec la perception que les personnages vont avoir des événements et tout, et l'impact c'est ça, en fait. C'est que, dans ce cas-là, le plus simple, c'est de voir quels impacts les événements vont avoir sur le personnage, plutôt que quels impacts le personnage pourrait avoir sur les événements. Parce qu'en histoire, on le sait, c'est à peu près figé. À moins qu'on fasse des découvertes majeures, c'est autre chose, mais des événements qui sont bien connus, c'est plus difficile que le personnage ait un impact réel, surtout s'il n'a pas été retenu par les livres d'histoire, alors que les événements peuvent avoir un impact sur le personnage et ça donne une œuvre tout aussi intéressante. Effectivement, c'est sûr que, bon, la plupart du temps, on connaît déjà la fin. Le divulgachement est déjà fait pour les événements historiques. Effectivement. Mais on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs aussi, donc il n'en tient qu'à vous de voir qu'est-ce que ça pourrait donner, l'histoire racontée par les vaincus. Oui, effectivement. Puis, écoutez, il nous reste encore très peu de temps à la fin de l'activité, mais j'aimerais savoir exactement, c'est quoi vos coups de cœur par rapport justement au roman, à la médiation historique? Est-ce que vous êtes déjà tombé sur une œuvre où vous vous êtes dit, ça c'est la bonne façon de faire, ça j'ai aimé ça c'est bien présenté, c'est bien construit. Justement dans la librairie virtuelle des rendez-vous, justement, j'en avais donné un. C'est un Daniel Mativa et j'avoue que moi, dans les 6 que j'ai, je vais m'avancer, je vais dire que Les Marcheurs du Ciel est vraiment un coup de cœur pour moi. Vraiment, pas nécessairement pour l'événement choisi, parce que bon, l'histoire du pont de Québec, c'est intéressant, oui, mais en même temps, je suis comme bon, pour moi, l'architecture et tout, c'est pas quelque chose qui me passionne, mais les personnages qui sont mis en scène et tout, par contre, il a écrit Nuit rouge sur les Rébellions des Patriotes, et à mon sens, honnêtement, c'est le meilleur roman jeunesse qui a été écrit sur la Rébellion des Patriotes, sur le sujet, parce que je sais que je viens de parler de 16 ans et Patriotes, qui est excellent, mais le point de vue de Mativa est différent, en fait, et c'est ça qui permet à plusieurs auteurs de parler d'un même sujet. Dans le cas de Sylvie Brien, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a choisi le plus jeune patriote. Donc, là aussi, et l'intrigue, c'est vraiment lui qui est dans la prison pied du courant, qui se demande « vais-je être pendu pour ce que j'ai fait et comment en suis-je arrivé là? » Alors que Mativa, lui, va prendre un personnage qu'on va suivre de 1836 jusqu'au moment où il va y avoir la grâce royale. Et on va suivre le personnage qui est un apprenti forgeron de 18 ans. On va le suivre en exil en Australie, qui est une colonie pénitentiaire. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé, c'est que Mativa a vraiment pris la perspective historique la plus large possible. Et c'est surtout que c'est ça, quand on parle des Rébellions des Patriotes, on parle toujours de 1737-38. On parle des batailles et tout. On parle un peu d'avant pour la fondation du Parti patriote et tout, mais je me suis dit, c'est la première fois que je lis ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas été pendus ou qui n'ont pas été relâchés, donc qui ont été exilés en Australie. Et on le suit, le personnage et tout, puis on voit ce qui se passe là-bas. Et ça, pour moi, j'ai trouvé ça génial parce que je me dis, ça m'en donne plus que ce à quoi je m'attendais. Et on s'attache au personnage aussi. Donc, c'est mon coup de cœur, mon coup de cœur absolu. Et la série aussi, Le siècle des malheurs de Camille Bouchard, celui sur la guerre, il s'appelle Indochine, là. C'est d'une tristesse infinie et ça nous fait découvrir un événement qu'ici, au Québec, on voit pas dans les livres d'histoire et tout, parce que c'est en lien avec la France et tout, puis c'est le colonialisme. Mais on voit un drame humain se vivre en temps réel et la plume de Camille Bouchard dans ce roman-là est incroyable. Il en a fait un sur Hiroshima et le dernier qui est sorti est sur le Congo. Sans le vouloir, vous avez fait une uchronie 1837 et 1838. Vous avez dit 1737, 1738, ça m'a fait bien sourire. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Bonnin pour cette conférence vraiment très 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 intéressante. Comme j'ai dit, on en aurait pris presque une deuxième ou du temps supplémentaire là-dessus, mais malheureusement on doit s'en tenir à la programmation et autant que nous en est imparti. Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, pour ma part, c'était la dernière animation que je faisais donc pour cette 3e édition des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Ça m'a fait un énorme plaisir d'animer, de diffuser, de capter les 16 conférences qu'on m'a demandé d'animer finalement tout au long des 4 derniers jours. Un réel plaisir pour moi, presque une première en même temps là, dans ce type de projet-là. Donc voilà, et c'était aussi une première tentative pour les Rendez-vous d'Histoire de Québec en édition numérique, due justement à la COVID-19 et aux restrictions, aux mesures
sanitaires finalement proposés par le gouvernement. Et je pense que somme toute, c'est une édition très très réussie pour ma part. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'expérience. J'espère que vous aussi, dans le chat, vous avez apprécié l'expérience. À tout le moins, vous étiez très nombreux, vous étiez très participatifs. Beaucoup de questions qui ont été proposées aux invités. Franchement, c'était très très agréable et j'espère que ça l'était pour vous aussi. Alors, on remercie une dernière fois l'équipe de MaTV Québec de nous avoir prêté justement leur feed audio, leur feed vidéo pour justement contribuer à la réussite de ces Facebook Live. On remercie également tous les lieux en fait qui nous ont accueillis à travers les 4 derniers jours, soit le monastère des Ursulines, le monastère des Augustines, le musée de l'Amérique francophone, plus précisément dans la Chapelle, ainsi que la Maison de la littérature de Québec, pour nous avoir accueillis et nous avoir donné les lieux et l'équipement technique nécessaire justement pour vous proposer des diffusions le plus possible de qualité. Je remercie également les Rendez-vous d'Histoire de Québec d'avoir fait appel à moi pour justement dynamiser les échanges et tout. Donc, je suis François Lafont, animateur et diffuseur pour les Rendez-vous d'Histoire de Québec, streamer, historien gamer également sur twitch.tv sous le pseudonyme Lfrank. Alors, j'espère que vous avez tous et toutes apprécié cette série de Facebook Live. À ceux et celles qui se demandent si les vidéos vont être disponibles en différé, elles le sont déjà jusqu'à la fin du mois de septembre dans les vidéos de notre page Facebook. Donc, si vous voulez les regarder n'importe quand, c'est possible de le faire en allant dans l'onglet vidéo de la page Facebook. Sinon, on va regarder également pour les retransmettre sur YouTube pour une postérité à plus long terme. Donc, surveillez nos publications dans les prochaines semaines. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin de journée ou soirée, dépendamment si vous êtes en Europe ou ailleurs dans le monde. Donc, encore une fois, merci à tous pour votre présence. J'espère que vous avez apprécié cette 3e édition des Rendez-vous d'Histoire et on se revoit l'année prochaine.